Bonjour Shams, Salut. Bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Afro Podcast, la toute nouvelle série d'interviews qu'on lance avec l'association ESSEC Africa Society. Donc c'est un plaisir de te recevoir en tant qu'alumni de l'ESSEC et aussi d'ESSEC Africa. Mais sans plus tarder, je vais te laisser présenter nos étudiants. Plaisir partagé, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi c'est Shams Rajabali, je suis originaire de Madagascar, né et grandi là-bas. Je suis arrivé en France pour mes études supérieures, j'ai fait une prépa à Paris et puis ensuite j'ai intégré l'ESSEC en 2015, donc ça remonte. Ensuite donc, j'ai fait le parcours classique à l'ESSEC, des échanges, un petit peu de temps sur le campus de Singapour. Ensuite j'ai bossé un peu sur les marchés financiers à la Société Générale après l'ESSEC. Avant de monter ma boîte, Moneco, dont on parlera tout à l'heure, j'ai fait une dernière expérience en conseil en stratégie au Boston Consulting Group à Casa, au Maroc. C'est un peu ce qui m'a réouvert au monde africain. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, je pense. Ok, ouais, justement, on peut voir que tu as un parcours très riche et qui a débouché sur une implication vraiment très concrète sur le monde africain. Et pour toi, justement, qu'est-ce que ça représente de s'impliquer? Quel sens ça a pour toi de s'impliquer pour les Africains, pour la diaspora et pour le continent de manière générale? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense que en arrivant en France, j'avais déjà une sorte d'idée derrière la tête que je voulais que mon parcours professionnel ait du sens et surtout ait un lien avec le continent africain parce que j'ai grandi à Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde, un des pays les plus pauvres d'Afrique, et du coup j'avais un peu à cœur de dire qu'est-ce que je peux rendre à mon pays et en fait à plus forte raison au continent en général. En arrivant en France, j'ai passé pas mal de temps avec la diaspora, au travers des ESSEC Africa notamment, mais aussi d'autres associations dans lesquelles j'étais. Donc j'ai pu aussi comprendre qu'il y avait des besoins aussi de la diaspora. Et en fait, c'est un peu par là que je me suis dit, ok, si j'ai envie d'être entrepreneur, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire un truc qui ait de l'impact pour ma communauté et pour mon pays d'origine et mon continent. Et c'est un peu comme ça que Moneco a démarré en fait. Je pense que c'est réussi, tu as réussi à bien t'impliquer en tant qu'entrepreneur pour la diaspora africaine. Et donc avec Moneco, donc Moneco, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et quel a été le parcours un petit peu qui t'a mené jusqu'à Moneco? Ouais, absolument. Alors aujourd'hui, Moneco, c'est une néobanque, donc un peu à la Revolut, N26, Boursorama, mais qui est dédiée aux personnes qui vivent sur le continent africain et qui cherchent à avoir accès à des comptes en devises. Je pense que l'auditoire le comprendra tout aussi bien que moi. En Afrique, dans à peu près tous les pays qui nous intéressent, nous, à savoir l'Afrique francophone, les devises sont plutôt faibles, peu liquides, l'infrastructure bancaire est plutôt défaillante. Et donc, quand tu es, par exemple, un freelance basé à Dakar et que tu bosses pour une boîte américaine, tu préférerais garder ton argent en dollars plutôt que l'avoir en francs CFA, pour plein de raisons. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de développer une application qui permet à des gens qui vivent sur le continent africain d'avoir accès à des comptes en euros en Europe, avec des IBAN européens, à des comptes aux US avec des account details américains, connectés aux rails de paiement américains, et à une carte virtuelle en USD aussi. Donc en fait, dans une certaine mesure, on donne la possibilité aux personnes qui habitent dans les pays qui nous intéressent d'avoir accès finalement à la finance internationale auquel ils n'auraient pas accès via leur banque locale et à cause finalement de la faiblesse de la devise et de le peu de modernité de l'infrastructure bancaire. Ça, c'est Moneco tel que c'est aujourd'hui, mais en fait, on a fait évoluer le produit depuis qu'on a commencé. On a commencé en 2022. En 2022, on a eu la chance d'être accepté dans un incubateur américain, donc ça nous a un peu ouvert nos chakras, ça nous a permis d'être aussi un peu plus ambitieux en nous disant ok, monter une boîte c'est bien, essayer d'en faire quelque chose de gigantesque c'est encore mieux. Donc le produit au début était plutôt dédié à la diaspora parce que venant de Madagascar, m'étant installé en France, mes associés avaient une histoire un peu similaire avec l'Algérie et le Bénin. On avait identifié des problèmes dans la vie financière de la diaspora. En particulier, il y avait deux points qui nous intéressaient. C'était l'accès à un compte bancaire, qui encore pour certaines personnes originaires du continent africain qui s'installent en Europe est compliqué, et les remises migratoires, donc le fait de renvoyer de l'argent au pays. Et donc c'est le produit au départ qu'on a développé pour répondre à ces deux besoins-là. Et en fait, il s'est avéré qu'au moment du lancement et les 6-9 premiers mois du lancement de ce produit-là, pour lequel d'ailleurs on était régulé en France comme agent d'établissement de monnaie électronique pour le terme un peu technique,
En fait, il s'est avéré qu'on a eu des clients, on a eu pas mal d'intérêt, jusqu'à à peu près 10 000 clients, mais là où il y avait le plus d'intérêt, c'était pas des gens de la diaspora, mais c'était plutôt des gens qui étaient sur le continent, avaient aucune intention de venir s'installer en Europe et voulaient juste avoir accès à de la devise plus facilement. Donc on a un peu changé le produit récemment, en fait au début de l'année 2025, pour maintenant se focus 100% sur le continent. Et cet accès à cette devise, il servirait pour les personnes du continent à fonder leur entreprise, des idées, financer certains projets. C'est quoi le besoin spécifique et propre qu'il y avait pour les personnes directes du continent? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a 2 ou 3 besoins très spécifiques auxquels on s'adresse nous aujourd'hui. Le premier, c'est donc l'exemple que je donnais tout à l'heure, donc par exemple un freelance qui est web développeur, qui est basé à Dakar ou à Alger et qui a du mal à trouver un emploi localement parce qu'il n'y a pas forcément une profondeur de marché pour les métiers du digital. Enfin, ça arrive, mais pas autant que ce qu'il faudrait. Et donc il se dit ok, je vais me mettre sur Upwork, sur Fiverr et je vais essayer de trouver des gigs à l'international, aux US, en Europe, et finalement il va trouver des employeurs à l'international sans avoir à bouger de sa ville. Donc là il va utiliser Moneco pour pouvoir se faire payer plus facilement en devise directement. Ça c'est un des use cases. Un autre use case, ça peut être les voyageurs internationaux. Donc il y a de plus en plus il y a une classe moyenne qui grandit de plus en plus sur le continent. Il y a certaines villes où il y a même une classe moyenne supérieure qui se développe, qui a envie de voyager, qui a envie d'aller en Europe, aller en Asie, voyager en gros, et qui en fait se plaint du peu de reliability de leurs services bancaires locaux. Et donc quand ils vont prendre une carte bancaire auprès de leur banque locale et qu'ils vont, je sais pas, être à Singapour et essayer de payer avec leur carte, une fois sur deux, la transaction va être refusée. Donc pareil, nous, on leur permet d'avoir accès à notre service. Et je dirais que le troisième use case auquel on essaie de s'adresser, c'est un use case un peu plus B2B qui est encore en développement chez nous aujourd'hui. C'est les importateurs. Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a beaucoup d'imports. C'est des économies qui sont beaucoup plus importatrices qu'exportatrices pour la majorité d'entre elles. Et les importateurs dans beaucoup de pays ont du mal à avoir accès à de l'euro ou du dollar pour payer leurs fournisseurs. Parce que un certain nombre des pays auxquels on s'intéresse, Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, il y a un contrôle d'échange qui est assez strict. Et donc, par exemple, un importateur de frigo au Sénégal, il va pas pouvoir tout le temps se sourcer en dollars auprès de la banque centrale. Donc parfois, il va devoir faire appel au marché un peu parallèle et trouver comment accéder à du dollar différemment. Donc là, il pourra passer aussi par Moneco. Ok, génial. Je trouve que c'était très très clair. Et justement, on voit aussi que ça répond à des caractéristiques qui sont très spécifiques au continent africain. Ouais. Est-ce que dans cette mesure, on pourrait faire un lien peut-être avec ton expérience au BCG à Casablanca, sur ce que ça t'a apporté concrètement sur l'expérience terrain en Afrique et tout l'apport du consulting au BCG. Tout à fait 100%. Tu vois, j'ai répondu en 3 parties. Ça, c'est grâce ou à cause du conseil. Okay. La prépa d'abord et puis le conseil. Je pense que ça m'a apporté pas mal de choses. Déjà, une sorte de socle de compétences, un peu hard skills, soft skills, d'être très structuré, très data-driven dans tout ce que je fais chez Moneco. Donc c'est clairement une très très bonne école, peu importe ce qu'on fait en fait après le conseil. Et puis ça apprend aussi à être résilient parce que les horaires sont longs, la pression est importante et donc derrière quand tu deviens entrepreneur, ces compétences-là sont vachement importantes. Après je dirais sur la partie purement marché, en fait le bureau de Casablanca du BCG et d'ailleurs le conseil en stratégie souvent en Afrique aujourd'hui, c'est beaucoup les banques majeures du continent qui mandatent les cabinets de conseil pour des missions parce que finalement sur le continent, évidemment il y a des conglomérats, il y a des grosses boîtes de l'industrie, etc. ou des gouvernements, mais il y a aussi beaucoup de grandes banques. C'est celles qui ont la capacité financière d'employer un BCG ou un McKinsey pour du conseil. Et donc on a fait pas mal de missions bancaires. Moi j'ai travaillé sur une mission bancaire, mon associé lui il a travaillé assez longtemps sur un sujet bancaire avec une banque panafricaine, une banque marocaine qui était en train de s'étendre à l'international. Et en fait ça nous a mis un peu le premier pied dans le paysage bancaire africain et ça nous a fait comprendre un peu quelles étaient ses spécificités. Et là où il y avait justement une place à se faire pour une fintech comme Moneco.
Ok. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'un ancien alumni de l'ESSEC et d'ESSEC Africa en est parvenu à tout ce parcours. Merci. Et souvent, en parlant de ça, quel souvenir tu gardes de l'ESSEC et puis plus précisément de l'ESSEC Africa Society Ouais, alors ESSEC Africa Society, ce qui était très intéressant, c'est que je crois que j'ai rejoint l'asso en 2e année d'école. Et en fait, l'asso était en train de renaître un peu de ses cendres. Le bureau, juste avant le nôtre, le président, qui s'appelait Brice Chessy à l'époque, avait entendu parler d'une asso Afrique qui n'existait plus. Et puis il s'est dit, bah, tiens, je vais essayer de la raviver. Et ensuite, moi, en 2e année, je suis aussi rentré dans le bureau, je suis aussi devenu vice-président comme toi, je crois. En fait, ce qui était très cool, c'est qu'on a réussi à réunir autour de nous un petit groupe je crois qu'on était peut-être une dizaine de membres, autour de nos ambitions communes, avec à la fois le parcours qu'on allait avoir à l'ESSEC et ce qu'on voulait en faire pour le continent africain. Et donc on a organisé des conférences, on a fait des teufs ensemble, et donc on s'est vraiment créé un petit groupe comme ça qui avait des ambitions communes. Donc ça c'était vraiment super. On n'a pas pu aller aussi loin qu'on voulait on voulait faire un salon aussi de networking en faisant venir des entreprises du continent, etc. On voulait faire un voyage sur le campus de Rabat, mais bon, finalement on l'avait pas fait. Mais voilà, c'était pour moi, je pense que c'est un peu une des raisons aussi qui m'a fait me tourner vers le bureau de CASA du BCG après, parce que ça m'a fait dire que il y avait des opportunités aussi sur le continent. Donc ça, c'est un peu les souvenirs que j'ai de ESSEC Africa Society. L'ESSEC en général, bah, évidemment, ça m'a apporté une marque. Franchement, il n'y a pas de commune mesure avec la marque ESSEC. Le fait que j'ai pu monter ma boîte rapidement après l'école, que j'ai pu lever des fonds, un premier tour de levée de fonds assez facilement, etc. Je pense que c'est beaucoup lié au réseau et à la crédibilité que la marque ESSEC peut apporter. Et puis sinon, de quoi je me rappelle de l'ESSEC, des teufs et des potes, voilà, surtout quoi. Ok, bah, génial. Bah, je pense que c'est bien de faire ce dernier lien avec à la fin de notre communauté et aussi toutes les personnes qui sont intéressées de loin ou de près par le continent africain et qui aspirent peut-être un jour à réaliser quelque chose d'entreprenant sur le continent. Et à ce titre-là, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour ces étudiants ? Ouais, bah, moi ce que je vous enjoins à faire, c'est que si l'entrepreneuriat vous intéresse, ne perdez pas de temps, ne vous dites pas je vais le faire après l'école, je vais d'abord commencer ma carrière en conseil en stratégie ou quoi que ce soit d'autre. Essayez en fait, je sais que l'ESSEC a de plus en plus de programmes pour justement donner cette opportunité d'essayer des choses. Et moi, si j'ai vraiment un regret de mon parcours à l'ESSEC, c'est de ne pas avoir essayé de monter un projet plus tôt. Des projets, surtout pour le continent africain, on en a besoin de centaines. Donc lancez-vous dès que possible en fait. C'est mon conseil principal, je pense. Parfait, merci beaucoup Cham, c'était Merci un plaisir. Toi. Pareil.